Eh bien, bienvenue et merci d'être présent pour cette table ronde qu'on a appelée hors série parce qu'elle concerne les périodiques et que les périodiques jusqu'ici ne sont pas éligibles au prix Fernand Bodin. Donc, on reçoit chaque année en fait un certain nombre de périodiques au concours du prix Fernand Bodin, qui est donc le concours du plus beau livre à Bruxelles et en Wallonie. Et cette année, on en a reçu un peu plus que les années précédentes, des nouveaux périodiques ou des plus ou moins nouveaux périodiques. Et du coup, on s'est dit que ça serait très intéressant de faire une discussion autour de ces ouvrages, autour de ces publications, parce qu'elles font quand même partie du paysage éditorial à Bruxelles et en Wallonie. Et qu'en plus, vu qu'on en avait reçu, malgré le fait qu'il est annoncé dans notre règlement qu'elles ne sont pas éligibles, on s'est dit que ça serait vraiment que c'était un signe assez intéressant. Donc c'est à l'initiative de David Le Simple et de moi qui suis Lorraine Furter et qui travaille comme coordinatrice pour le prix Fernand Bodin. Donc cette table ronde est enregistrée. On s'est dit que ça serait peut-être plus sympa de mélanger un peu le public et les intervenants, d'où le fait qu'on tourne le dos à certains membres du public. Et fonctionner sans micro, que ça permettrait aussi de rendre les choses un petit peu plus fluides. Je ne sais pas si je dois encore dire quelque chose en introduction. Oui, on est ici en présence de Benjamin Monti, qui était un des membres du jury cette année. Et donc cette discussion sur les périodiques a aussi eu lieu pendant le jury, parce qu'on a présenté tous les cas un peu qui posaient question, comme ça se fait chaque année. Et puis cette question des périodiques, on s'est dit que ça serait intéressant d'en discuter pendant le jury, même s'il n'était pas question d'ouvrir aux périodiques cette année, mais de voir si éventuellement dans le futur ça serait intéressant de le faire. Et évidemment, le format du jury étant super court, c'est-à-dire que tous les livres que vous avez vus ici dans l'expo, les membres du jury doivent les voir en un jour, et ensuite le deuxième jour est consacré au débat. Ce qui laisse assez peu de place à des discussions, et particulièrement à des discussions annexes ou autres. Et donc, on a eu envie de prolonger cette discussion-là avec les personnes concernées. Pour les remercier aussi d'avoir participé à tout ça. Donc peut-être que je vais vous demander soit de vous présenter brièvement, ce sera peut-être la façon la plus simple de le faire, plutôt que je mâche les mots et les noms etc. Donc je vais peut-être commencer par vous. Bonjour, Nathalie Cobo, je suis rédactrice en chef de 24 Runes, je suis journaliste depuis 25 ans et ça fait une grosse année qu'on s'est lancé dans cette aventure du MOOC, tel qu'on l'appelle de manière un peu sibylline, oui. Entre livres et magazines. Et, voilà. Et on va pouvoir développer ensuite par la suite les projets. Oui, bonjour, je suis David Evrard. Moi, je viens ici pour représenter la revue Hier. Nous avons fait 3 numéros avec Ismaël Orphée, qui sont les graphistes, qui se présenteront aussi pour ça. Mais c'est un projet collectif qui est mené par Travers Complot, une association à Bruxelles que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est aussi un centre d'art autogéré, on va dire. Et voilà, je suis aussi. Bon, je vais voir ça. Je m'appelle Orphée Grantov, je travaille avec Béni. On a un bureau qui s'appelle Liberty et on travaille avec des développeurs premiers et avec Carlo et Sophie, Carlo Menon et Sophie Ders à la revue Hackathon, qui n'est pas dans l'exposition parce qu'elle est parue après, que tu viens de rapporter, qui doit être dans les mains circuler de quelqu'un. Par ici. Qui est donc une nouvelle revue d'architecture. Voilà. Benjamin. Voilà, moi je suis Benjamin Monti, je viens du dessin. Mes premières années, j'ai fait pas mal
parutions, je collaborais à beaucoup de fanzines et de parutions qui étaient simplement photocopiées, auto-éditées, parfois en manière collaborative, notamment avec le collectif Mycose, qui était basé sur Liège, qui faisait essentiellement de la bande dessinée et du dessin. Mais bon, par la suite, j'ai plusieurs casquettes. Mon travail est essentiellement centré sur le dessin. Ça a circulé aussi bien en galerie qu'en tant que travail d'illustration, pour accompagner le travail de poète, pour des couvertures, bref. Et j'ai aussi la casquette de libraire depuis un peu plus d'1 an. Maintenant, je travaille dans une petite librairie associative qui est basée à Liège, qui s'appelle le Comptoir du Livre, et qui tend à défendre la petite édition et la micro-édition sans passer par le circuit de diffusion classique. Donc directement en contact avec les éditeurs ou avec les artistes qui s'autoproduisent. Voilà. Ben, je suis toujours Ismaël Ménage, cofondateur de Bureau. Et c'est... Bonjour, moi je m'appelle Judith Lemaire, je suis architecte et je viens pour la revue Clara, qui est une revue qui s'appelle Clara Architecture et Recherche et qui est éditée, donc on vient de sortir le 2e numéro, je vous l'ai amené pour vous montrer, voilà, qui est édité par le Centre d'architecture que je dirige, qui est un centre des laboratoires associés pour la recherche en architecture, d'où Clara, voilà, la faculté d'architecture de l'ULB. Ça va rentrer ici, non? Non, ça n'a rien à voir avec ici. Bonjour, je m'appelle Vania Michel. Je suis un des graphistes qui a fait la revue Bagarde. L'autre personne, on travaille ensemble, c'est Andreas. Il va se présenter. Et voilà, nous sommes membres de In the Coken, une association qui est aussi une petite maison d'édition. Et donc ici, nous sommes à la fois en tant que graphiste de la revue et membre du comité central, pour souligner bien le parti pris partiel de la chose. Enfin, voilà, c'est une revue qui existe maintenant depuis 2-3 ans. On est en train de finir le 3e numéro. Le 2e est là. Voilà. Une très belle couverture d'ailleurs. Super. On va pouvoir rentrer un peu plus précisément dans chaque projet. Oui. Je m'appelle Fanny Dreyer et je suis illustratrice. Et en fait, je suis la co-éditrice d'une revue pour enfants qui s'appelle Pistax, qui a un fanzine qui sort régulièrement. L'autre éditrice, Chloé Taverneau, elle n'a pas pu être présente ce soir, mais je suis accompagnée de 2 illustratrices qui collaborent régulièrement. Voilà. Voilà, je suis l'une d'entre elles, donc, et je m'appelle Anne Bonnier. Moi aussi, donc, je m'appelle Sarah Joly. Eh bien, bienvenue. Je crois qu'on a Axel, Ouais, je suis le public. dans le public. Ok, très bien. Eh bien, si certaines personnes dans le public, à certains moments, se sentent concernées par un des sujets abordés, d'ailleurs, c'est totalement possible d'interrompre. Comme on peut le voir déjà, donc l'idée est d'inviter des gens qui représentent des périodiques plutôt variés, même si on reste quand même dans des périodiques qui touchent à l'art ou l'architecture. On va pouvoir voir un peu comment certains se définissent par rapport à ça. Et en effet, on a eu aussi envie d'inviter des personnes qui ne sont pas forcément que des éditeurs ou que des graphistes, comme on peut le présupposer assez souvent par rapport au prix Fernand Gaudin. Mais vu qu'on s'intéresse à tous les métiers du livre, les éditeurs sont évidemment aussi un des métiers auxquels on s'intéresse beaucoup. On n'a pas vraiment d'imprimeur ici, next time. Mais par rapport à cette... Ah, bah voilà. Donc, ah bah oui, c'est vrai, pour CPTL. Et donc, ce que je trouve assez intéressant avec la question du périodique, c'est que du coup, ça fonctionne par série.
et par hors-série, donc avec des répétitions, sur une base de répétition, mais aussi changement évidemment, vu qu'il n'est pas question de rééditer à chaque fois le même contenu. Il y a aussi la question du collectif, qui évidemment entre en compte plus particulièrement dans cette question du périodique. La question de la séquence et d'une narration qui petit à petit est construite et qui crée quelque chose qui est en évolution et qui a priori n'a pas de fin. Par exemple, la revue Bâtarde se qualifie de apériodique. Alors, qu'est-ce que vous entendez par ce apériodique? Une périodicité, ça suppose une régularité, qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas les moyens et pas l'envie. Okay. On sort le numéro quand il est prêt. Et du coup, est-ce que vous pourriez parler un peu de la revue Bâtarde et la présenter en quelques mots? Donc les deux premiers numéros ont abordé pour le premier la démocratie et le deuxième le bonheur. Et je dirais que, comment dire, il s'agit de gros lieux communs de la société aujourd'hui, du monde contemporain. Et je pense que voilà, il y a un côté entreprise de déconstruction comme ça à la revue. Maintenant, on n'a pas forcément comme objectif de poursuivre dans cette ligne-là. Même s'il y a toujours un côté comme ça qui reste. Le troisième, ça va être sur la cellule. Donc on sort un peu des choses immédiatement politiques pour rentrer dans un sujet qui à la fois est constituant du monde contemporain par plein d'aspects. On peut penser au logement, à la famille, la prison, les GSM, enfin, beaucoup de choses. Et en même temps, ça laisse quand même une ouverture pour les gens questionner les choses de manière un peu plus propre et personnelle. Et du coup, votre mode de fonctionnement dans la revue Bâtarde, vous faites appel à des contributions. Oui. C'est ouvert à tout le monde. Ok. Et on reçoit des contributions. Et une sélection. On fait une sélection qui est assez... c'est très difficile à faire. Oui, ça prend pas mal de temps. Déjà, pour choisir le thème, ça prend pas mal de temps. La dernière fois, ça a pris 3 mois. Parce qu'on est 6, alors chacun a ses idées. Et à un moment, tout le monde devait être d'accord sur un. On fonctionne au consensus. Voilà. Oui, voilà. d'accord. Donc ça fait bien. Ça ne facilite pas les choses, mais ça rend les discussions assez intéressantes. Ouais. Jusqu'à, par exemple, moi je pense que les discussions qui m'ont plu le plus, c'est celles pour justement déterminer les sujets, notamment le dernier, où je trouve qu'on a assez bien des choses. Jusqu'à arriver à la cellule, d'autres choses qu'on a trouvées très très bien ont été écartées et on les a rangées dans un petit placard, peut-être les ressortir. C'est ça. Vous êtes combien dans le comité central? On est 6. Oui, donc voilà, après la sélection, c'est quelque chose d'assez c'est dur, mais à la fois c'est assumé aussi. On fait une sélection, donc il y a des choses qu'on comprend. Et il y a quelque chose qui est assez frappant dans la revue, c'est que chaque contribution est traitée de manière un peu différente au niveau graphique. Vous gardez une partie de la forme qu'on vous envoie et vous retravaillez une partie, ou comment ça se passe En tout cas, l'ambition, c'est de rajouter une couche de lecture de la part du graphiste. C'est quelque chose en cours, mais en tout cas, c'est ça l'intention. Nous, en tant que graphistes, on est là aussi et je pense qu'on a des choses à dire aussi via un vocabulaire qui nous est propre. Ouais. Et vous faites ça en dialogue avec les contributeurs, donc vous soumettez une forme et ils peuvent réagir. Il y en a beaucoup qui nous laissent carte blanche. Oui, il y a beaucoup qui nous laissent carte blanche, d'autres où effectivement il y a un dialogue qui s'établit, mais pour l'instant il n'y a jamais eu de friction à ce niveau-là, à
certaines personnes qui sont plus exigeantes que d'autres, mais la plupart ont plutôt tendance à dire c'est comme vous voulez. On sera content de voir. C'est annoncé aussi dans les appels à contribution, on annonce le fait qu'on y apportera un parti pris aussi via le travail graphique. Et c'est par sur Internet que vous faites les appels Oui, alors le tout premier, ça a été vraiment dans un réseau assez proche. Donc nos connaissances, les connaissances de nos connaissances, et puis je pense que ça marche par cercle concentrique comme ça. Et le dernier, on a déjà eu beaucoup plus, et puis on verra bien. On a aussi invité des personnes qu'on aime bien, le travail des artistes qu'on aime bien. Ça c'est un aspect d'aller chercher des contributions qu'on souhaite pour alimenter le propos, effectivement. C'est quelque chose qu'on a fait plus maintenant, alors que pour le premier, c'était pas du tout le cas, pour le deuxième, pas énormément. Peut-être j'aimerais juste lire une petite partie de l'édito de 24h01 que je voulais lire en introduction et que je lis en presque introduction. Donc, en page 3. C'est un pari osé par les temps qui courent de lancer une nouvelle revue. On nous a prévenu, le climat économique ne s'y prête pas, encore moins la situation délicate de la presse. On nous a mis en garde, l'érosion d'un lectorat déjà restreint en Belgique francophone doit inciter à la prudence. On nous a dit aussi, il y a pléthore de nouvelles et le citoyen est saturé d'informations. Pourtant, il nous paraît urgent de combattre la frilosité ambiante afin de proposer autre chose. Le souhait, l'envie, le besoin de s'informer autrement nous semblent frémissants, tout comme la nécessité de prendre le temps et le recul nécessaire pour s'attarder sur certains événements, certains sujets, en donnant la parole à l'humain. Donc, la revue 24h01, vaste programme. Comment ça se passe dans ce MOOC qui est donc entre le magazine et le livre. D'ailleurs, c'est du coup assez intéressant pour nous qui travaillons assez fort, parfois malheureusement et parfois pour des bonnes raisons, sur des questions de catégorisation des objets. Comment ça se passe pour un espèce d'hybride entre magazine et livre? Disons que je pense que, comme l'explique l'édito, c'est la volonté de faire du journalisme autrement qui a aussi amené à cette espèce de produit hybride. La volonté effectivement de sortir des carcans de l'information telle qu'on la connaît aujourd'hui et donc de le présenter sous une forme qui perdure, qui soit... donc il ne soit pas forcément jetable. Voilà, c'est clair qu'effectivement cette idée entre livre et magazine, l'objet papier, c'est clairement cette volonté de passer au-delà de l'infobésité, de l'information qu'on jette, qu'on écoute rapidement. Il y avait cette volonté-là. Et puis aussi, sans doute, le fait qu'on veut aussi traiter l'information différemment que sur base de l'écrit, aussi avec l'illustration, avec la BD, avec la photographie, et donc de nous placer à ces médiums-là. Comme un autre type de récit, où récit n'est pas forcément souvent associé au journalisme, mais c'est une partie du... Je pense que pour une partie des journalistes, effectivement, qui ont cette volonté d'avant-garde, c'est d'ouvrir effectivement la manière de traiter l'information, et que ce soit par les différents médiums, également par le graphisme qui vient soutenir l'écrit, le propos, qui vient renforcer par la typographie, par la mise en page, et donc on retrouve ces différentes tentatives de démarche dans la plateforme. Et du coup, si on veut parler de diffusion, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Benjamin, qui est dans une librairie qui ne travaille pas avec ou qui travaille directement, disons, avec les éditeurs. Vous, par exemple, vous êtes diffusé plutôt dans les kiosques ou pardon, j'ai mal... Moi, la librairie où je travaille, c'est vraiment spécifique. C'est quasiment une exception en Belgique, en fait, en termes de fonctionnement. Et alors, on fonctionne grâce à des aides, des subsides, et sinon le projet ne serait pas viable. Et oui, c'est particulier. Donc, on est vraiment un cas à part par rapport au reste des librairies. Donc,
Ouais. Voilà, au niveau de la diffusion, je ne sais pas si... mais ça peut être non, justement, c'est plutôt pour faire une sorte de contrepoint. Et en même temps, ici, on a un peu rassemblé quasiment que des personnes ou beaucoup de personnes qui travaillent justement, peut-être je ne sais pas si vous avez un diffuseur, la revue Bazard, et peut-être que Quickstacks n'a pas non plus de diffuseur. Et vous n'avez pas non plus de diffuseur. Ah, ok. Et bien justement... Non, vous êtes les bienvenus. Voilà. Non, mais c'est parce que c'est quand même justement un mode de diffusion qui est plutôt singulier par rapport à la chaîne de l'édition habituelle. Et vous Le êtes... pari qu'on a fait, nous, c'était d'être en librairie, parce qu'on estime effectivement qu'il y a quand même une démarche particulière au niveau de ce type d'information qui s'approche plus du libraire dit conseil que vraiment du point presse traditionnel dans lequel on rentre. Et, on ne s'attarde pas forcément où le libraire du point presse ne va peut-être pas forcément faire connaître Et vous n'êtes du coup pas du tout présent dans les points presse? Si on nous le demande, et si c'est plutôt les responsables de points presse qui nous sollicitent. Oui. On n'a pas de volonté de ne pas y être, mais c'est juste aussi la possibilité d'être distribué, ce qui est très compliqué si on ne passe pas effectivement par un diffuseur ou par un distributeur. En tout cas en matière de presse, ce sont les messageries de la presse qui fonctionnent encore une partie de la marge entre celle que les libraires prennent évidemment, parce que c'est le travail de libraire. Et donc la volonté était de pouvoir, et on continue à le faire, de distribuer nous-mêmes via notre réseau personnel auprès des libraires et des points presse qui se disent intéressés par le nous et qui nous sollicitent. Alors on a fait effectivement un direct contact avec les libraires qui nous suivent pour le deuxième numéro, et puis d'autres personnes qui nous ont sollicité, auxquelles on a répondu présent en allant les livrer. Mais c'est vrai qu'on est dans une conjoncture en matière de diffusion, en matière de distribution qui n'est pas du tout évidente, presse, et qui nous permettait aussi, par rapport à des libraires, d'avoir une présence un peu différente que celle maintenant, par exemple, une des personnes qui a mis en place la librairie autour du livre à Liège, c'est Guillaume Dout, qui s'occupe des éditions Yelono, et donc c'est une maison d'édition qui existe depuis les années 70 et qui a connu pas mal de changements au niveau de l'évolution du livre, de la diffusion du livre. Et en discutant souvent avec lui, c'est une problématique aussi parfois de passer par un diffuseur au niveau de la visibilité parfois. Parce qu'on est effectivement dans une logique entre les années 70 et maintenant, on est dans une surproduction où les livres par exemple sur le cinéma n'ont plus la même place, alors qu'avant quand il sortait un livre sur le cinéma c'était assurément un certain nombre de ventes. Maintenant il va peut-être faire un tirage de 1000 exemplaires, en vendre 100, 150 péniblement. Et il y a ça aussi, passer par un diffuseur, ça a un coût. Et alors il y a aussi le fait quand un éditeur a un certain nombre de titres au catalogue, ça devient compliqué à gérer humainement, de faire le suivi de tous les dépôts, de tout le placement. Donc c'est un peu un truc à double tranchant. Et en même temps, moi je crois assez fort. J'étais impliqué dans différents collectifs et quand on allait bêtement faire des dépôts dans certaines librairies, dans des niches comme on dit, et être présent dans certains festivals, et parfois on arrivait à écouler en dehors de tout circuit classique jusqu'à 500 exemplaires, chose qui semble quand même difficile maintenant en passant par les circuits classiques de diffusion. Donc il faut avoir une certaine énergie, faire une sorte de militantisme, etc. Mais on ne peut pas faire ça ad vitam aeternam. Il y a un bout d'un moment où soit la production ne suit pas, soit si vous travaillez en collectif, le collectif explose ou les énergies se dispersent. Enfin, une des choses qu'on a mises en place, c'était des ambassadeurs, et pour le deuxième numéro, des lecteurs-distributeurs, à savoir des gens qui acceptent de prendre un certain nombre d'exemplaires en dépôt et qui
essaient de le distribuent, le vendent autour d'eux, de manière à ce que justement il y ait cette infusion de ces rayons concentrés. On a tenté un peu la même chose via les contributeurs. Est-ce que ça marche? Les ambassadeurs, je dois dire qu'on a eu quelques personnes et puis d'autres qui se sont présentées et puis qu'il fallait un peu suivre, parce que notamment ils étaient aussi chargés d'aller faire un dépôt dans les librairies, parce qu'il y a 80 autres librairies sur la rue, il y avait en plus de l'endroit qui n'était pas très accessible. Parfois, effectivement, il y avait de la bonne volonté, mais qui ne suivait pas toujours. Au niveau des lecteurs-distributeurs, on vient de commencer, puisque la revue est sortie fin mai, et on a eu une cinquantaine de personnes qui se sont... Vous êtes sur quoi comme tirage? Ici, on est sur un tirage de 6000 exemplaires. Oui, c'est ça. Il va falloir les écouter. Nombre de tirages, j'imagine qu'on est aussi sur des tirages un peu différents en fonction de chez nous, en tout cas, la possibilité a été mise pour les contributeurs d'acquérir des exemplaires au prix libraire, du moins, enfin en plus de celui qui recevait de toute façon. Et il y a des proches aussi, mais ça reste sur la diffusion, ça reste minime. Il y avait Stéphane Blanquet aussi à un moment donné qui lui est basé sur Paris, a redéveloppé son travail éditorial et il a fait notamment un projet qui s'appelle la tranchée racine, où c'est un format tabloïd où il n'y a pas de texte, uniquement d'image. Et c'est proche des graphzines, des mouvements d'avant-garde punk, etc. C'est que d'images très foisonnantes. Et son idée, c'était de faire un système de colporteur, en fait, au départ. Donc, le colporteur achète le journal 2 € et il le vend au prix de 3 €, il y a une commission d'1 €. Et finalement, malgré tout, ça n'a pas pu fonctionner et c'est des librairies qui achètent ferme la revue à 2 € et qui la revendent selon leur intégrité 3 € ou 5 €. Ouais. Ça, c'est un truc qui est assez fréquent de spéculer que les libraires spéculent sur des titres épuisés. Parce que c'est des revues en tout cas toutes celles qui sont là, qui ont des publics cibles assez restreints, très précis, et qui, en dehors de la langue, c'est quand même beaucoup sont très visuels et du coup ont besoin de cette distribution parfois même à perte, limite, pour toucher un public qui va peut-être les suivre sur les numéros suivants et tout ça. Et donc, oui, c'est ce que tu disais sur les libraires qui revendent plus cher, c'est une chose, mais aussi le fait que la distribution bénévole, vu que c'est la partie, en tout cas je sais pas si tout le monde semble avoir un peu essayé de faire la distribution un peu soi-même, ou quelqu'un du collectif a pris ça en charge, et alors c'est quand même la partie la plus ingrate du boulot. C'est quand même un peu moins chouette que de discuter du contenu, mettre en page, organiser le lancement, ou l'expo qui va avec. C'est un peu... Je sais pas, pour nous c'était une partie qui était assez intéressante pour Quistax, parce qu'on a vraiment un projet hybride. On est un fanzine pour enfants, c'est pas un truc qui est très répandu. Et du coup, d'avoir vraiment ce contact avec les libraires jeunesse et de pouvoir parler du projet, ça fait qu'on les écoule à chaque fois complètement, quoi. On s'adapte parce qu'on a des libraires qui nous suivent derrière et qui sont capables de le défendre. Et, pour la distribution, c'est vraiment Chloé et moi qui sont chargeants, donc les deux éditrices, c'est pas vraiment tout du boulot. Mais c'est sûr que c'est pas, ça demande pas mal d'énergie, mais en même temps, c'est aussi gratifiant à la fin parce qu'on reçoit quand même pas mal en retour. On nous invite, on fait des expos, on fait des ateliers pour les enfants. C'est aussi une manière de faire vivre le projet un petit peu différemment. Oui, ça enrichit, et c'est parce que vous êtes les éditrices même. Ouais. Par exemple, dans le cas des bénévoles oui, c'est peut-être moins de sens quand on n'est pas directement lié aussi. Je m'en occupe, l'équipe restreinte s'en occupe aussi, et moi je trouve qu'effectivement, ça dépend un peu des libraires, il y en a qui sont plus sympas que d'autres, mais effectivement les contacts qu'on peut avoir avec certains sont assez intéressants, que ce soit effectivement par des animations qu'ils peuvent organiser, ou même le retour qu'eux nous donnent de la part de leurs clients, leurs lecteurs. C'est une tâche qui est effectivement lourde et parfois plus ingrate sur
véhiculé dans Bruxelles, pour ma part en tout cas, mais c'est vrai que ce contact-là, moi je trouve qu'il a son intérêt aussi. Maintenant, parler effectivement d'essoufflement, d'épuisement, effectivement, avec tout le reste. D'un certain nombre de numéros, nous c'est un peu aussi quelque chose auquel on est confronté, parce que pour comme la c'est revue par exemple, la question de la distribution en interne, à chaque fois que l'un ou l'autre a une exposition, ou alors un contact, alors il prend une caisse. Enfin, il y a eu ça souvent, ou alors passer par des demi-distributeurs, comme Moto par exemple. Oui. Vous pouvez peut-être parler un peu de la revue pour ceux qui ne la connaissent pas. D'ailleurs, comme son nom l'indique, est une revue qui implique sa périodicité, justement. Je reviens un petit peu au début de la présentation. Qui porte bien son nom, qui est une revue annuelle et qui effectivement à l'intérieur est séparée en 12 parties systématiquement, comme 12 mois de l'année plus ou moins, ou en 12 chapitres qui correspondent à ça, comme une espèce de calendrier ou d'almanach, etc. Et c'est une revue, effectivement, on a pensé aussi sur ce qu'était ce phénomène de publication, comment on pouvait l'investir, etc. Donc c'est une chose où, par exemple, on a une somme de détails qui peuvent paraître même pas spécialement lisibles à l'intérieur de la publication elle-même, mais par exemple, une bande de 2 cm dans le bas de la page qui n'est pas imprimable parce qu'on travaille en rotative et qu'on a décidé de garder la prise de pince, etc. Mais toute une série de schémas qui sont très, pour nous, à caractère politique, en ce sens où on applique dans cette revue des comportements sociaux dans lesquels on s'implique chacun. C'est-à-dire que Ismaël et Orphée sont évidemment au même titre que moi, qui ai monté la revue, alors qu'ils sont plus évidemment dans le graphisme et que je suis plus à l'origine du projet, etc. Mais évidemment qu'ils invitent aussi des gens à participer, etc. Et par exemple, je ne sais plus si c'est pour le numéro 2 ou le numéro 3, on a forcé l'idée de périodicité jusqu'à dire que toutes les interventions qu'on recevait, on les mettait dans l'ordre d'apparition, ça organisait le magazine comme ça dans l'ordre d'arrivée des projets qu'on suscitait. Voilà, et du coup, oui, c'est ça, on a intéressé Moto à un moment donné, mais effectivement, on a beaucoup porté des caisses, même à gauche, à droite, et fait des choses. Après, c'est vraiment une publication projet, donc comme on est associé à ce centre d'art de complot, du coup, c'est vraiment un livre-objet, enfin, publication, je peux dire publication qui est entre magazine, livre, tout ça, je sais pas très bien. Du coup, voilà, cette publication est vraiment un projet qui est une manière pour nous d'un petit peu formaliser une espèce de scène hyper subjective, c'est-à-dire des gens avec qui on traîne, avec qui on travaille, avec qu'on aime, voilà, certains qu'on n'aime pas, on publie quand même. Voilà. C'est introspectif que rétrospectif, c'est des choses qui se sont passées, qui n'ont pas été... Enfin, il y a un peu de documentation de projets écoulés, mais il y a aussi il y a beaucoup de choses qui s'amorcent dans la revue. Qui commencent par une contribution, une rencontre, une interview, ou quoi. Et puis aussi des choses de la digestion de rapports, on va dire, rapports professionnels. C'est vrai, l'intention forte derrière, c'est d'essayer de faire une espèce de... Bon, on est tous très art contemporain, même si on essaye de soigner. Mais c'est quand même la base, on est quand même là-dessus autour de cette revue. J'aimerais que ça devienne une espèce de journalisme gonzo qui serait associé à une part très très créative comme ça, mais qui pourrait évidemment parler du monde. Moi je suis juste fan des vieilles revues actuelles et tout ça, où on pouvait voir 12 pages de Damien Hirst et puis une interview d'Arafat, et je trouvais ça absolument parfait, quoi. Ouais, c'est vrai, et du coup aujourd'hui ces revues n'existent plus, et c'est aujourd'hui, quand on parle de distribution, en fait, vous en parliez en tout cas, si vous avez pensé à ça, c'est les histoires de créneaux, que chacun a une espèce de truc. Voilà, madame est dans un truc genre, je suis à Fondine Brocos, parce qu'il n'est pas super créneau, vu que ça doit être la seule publication comme ça. Du coup, elle ouvre un créneau, mais c'est quand même un espèce de créneau, et chacun a des trucs un peu illustration, un peu journalisme, un peu art, un peu machin. Et en fait, les réseaux de distribution sont associés à ça. Et en fait, je trouve ça un peu affreux, en fait, parce qu'il y a plus trop de trucs qui soient suffisamment généralistes que pour comprendre l'ensemble des motivations, des ambitions de chacun, alors que
je suis sûr que je peux m'intéresser aux fanzines pour les gosses, comme aux textes de journalisme, ou j'en sais rien. Enfin, m'intéresser ou détester ou aimer, c'est pas le problème, mais en tout cas, être attentif à ce genre de choses. Et qu'il y a de moins en moins de lieux de publication qui regroupent sans et donc de moins en moins de distributeurs et de kiosques et de choses très ouvertes. Et puis du coup, ben voilà, on tombe dans des supérettes comme Filigrane qui voilà, deviennent des espèces de mini-supermarchés, heureusement encore ouvertes, mais ça va pas tarder à devenir une Fnac comme les autres, quoi. Enfin, en tout cas, c'est la crainte qu'on peut tous avoir, j'imagine. Et du coup... La Fnac, par exemple, je sais qu'à Liège, auparavant, tu pouvais faire des dépôts. À Fnac Liège, maintenant, les Fnac en Belgique, c'est centralisé par la France. Donc tu dois faire demande au comité central France. Nous, on est à la Fnac, et on passe pas par la France. Non. Franchement, c'est notre question à commun. Non, c'est sûr. Et puis je trouve que cette question-là, elle est politique en fait. Enfin, c'est vraiment un truc où finalement on vit dans un monde qui est de plus en plus corporatiste. Chaque métier est de plus en plus spécialisé, on est de plus en plus soit de ça, soit de ça, soit de ça, soit de ça. Si t'es dentiste, t'es que dentiste, t'es pas dentiste et aquarelliste et pêcheur, alors que tout le monde est dentiste et aquarelliste et pêcheur en même temps, ce qui est après normal. Et du coup, j'ai pas le monde toujours plus corporatiste et le monde de l'édition, comme le monde de l'art, de la création en règle générale, comme un peu un reflet du monde dans lequel on vit. Et du coup, effectivement, les réseaux de diffusion, comme les réseaux de création, les réseaux de rencontres aussi entre créateurs, etc., sont de plus en plus des espèces de créneaux comme ça, qui correspondent à des schémas, des choses. Je sais pas, moi je trouve, j'ai toujours pensé ça, un truc absolument affreux dans le monde diplomatique, je ne sais pas si vous lisez de temps en temps le monde diplomatique. Ce n'est pas la paranoïa que le plan diplomatique génère, c'est pas la chose la plus affreuse, c'est les illustrations. Je trouve que le niveau de débilité des illustrations du monde diplomatique, c'est affreux. Je suis prof d'art, c'est un étudiant moron et un truc que l'on publie dans le monde diplomatique, il finit pas son année, quoi, c'est pas possible. Et du coup, je trouve que le contenu entre le monde diplomatique est quand même genre, j'ai du muscle, j'ai de la tête, etc. Et puis des illustrations aussi avilissantes, c'est affligeant par exemple. Et du coup, je pense que s'il y avait moyen, le plus faire dans Baudin par exemple, d'organiser un lieu où les gens travaillent dans le monde diplomatique pour rencontrer les gens qui travaillent dans le monde de l'édition pour enfants et dans la iconographe en place depuis plus trop longtemps. Oui, c'est ça, mais tu vois, il y a un truc comme ça qui est... Un des ponts... Tu vas quand même pas dire du mal de Plantu. Il y a un des ponts inaboutis de la revue qui est aussi des médiums bâtards, aussi bien que des formes bâtards. Et on espère aussi sortir du milieu de l'art. Mais alors, c'est là qu'on constate que c'est vraiment pas facile quand on contacte par exemple un économiste ou un sociologue. C'est quoi votre truc? C'est pas facile. Et tricher par la porte de l'entretien. En fait, ça marche avec les gens qu'on connaît personnellement. Voilà. C'est tout. Jusqu'à présent, en tout cas, c'est peut-être aussi une question de visibilité, de reconnaissance et tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine réticence à sortir de 100 milieux académiques où on a ces publications, où on fait ces pièces. Ou effectivement paraître dans un format ou dans une édition qui semble... Oui, c'est... Parce que pour 24h1, je trouve que comme on se revendique du monde du journalisme, on garde cette accroche qui fait que les personnes qu'on contacte sont encore en terrain connu, ils savent plus ou moins la forme, même si on essaye justement de se dégager du journalisme d'information vraiment objectif et plus classique. Plus classique, effectivement, mais on a encore cette accroche-là qui fait qu'on peut approcher relativement facilement les gens, parce qu'ils savent plus ou moins dans quel type de publication ils vont émerger, alors que peut-être effectivement dans des supports plus atypiques. Le titre de la revue le dit aussi. Oui. C'est sûr. Après, quand on parlait de diversité des pratiques, justement, là, on a plusieurs exemples de personnes qui sont non seulement, par exemple, graphistes ou illustrateurs et éditeurs.
Et par exemple, vous, Ismaël et Orphée, vous travaillez pour, quand même comme pas mal de graphistes, pour des publications dans des domaines un peu différents, même si l'art et l'architecture, par exemple, c'est pas si éloigné que ça. Mais vous travaillez donc pour le IER, ou avec l'équipe du IER, mais aussi pour la revue Hackathon, qui est une nouvelle revue d'architecture. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Je ne sais pas si on la retrouve. Ah oui. C'est une revue qui a été donc lancée par deux architectes de graphisme. Les deux architectes sont génial. Et qui est né d'un désir de montrer des documents et de les assembler, enfin d'apprendre on va dire d'apprendre le rôle d'éditeur sur le tas en faisant sa propre revue, et en apprenant et en mettant en œuvre les connaissances en architecture et les sensibilités de chacun des membres. Et oui, la volonté d'une revue indépendante d'architecture qui soit essentiellement visuelle, c'était aussi pas en réponse, mais faut venir. Il y a des revues critiques d'architecture qui sont essentiellement des essais et donc on voulait utiliser l'image comme approche éditoriale principale. C'est encore un peu. En fait, on a voulu mettre en place tout un tas, quelques processus d'écriture et de mise en page qui vont donc évoluer parce que c'est vraiment que le premier numéro qui vient de sortir. Et donc là, au niveau journalistique, ça fonctionne un peu différemment parce qu'il y a des commandes, enfin des demandes de contribution, ou alors quand on connaît, il y a des interviews par image, il y a des republications de textes existants, parce que c'est aussi quelque chose qui nous semblait intéressant de permettre à du contenu qui est sympa de plonger dans l'oubli, parce que c'est pas non plus ça, il y a des gens qui continuent à documenter tout ça, c'est pas inaccessible, mais de refaire surgir des documents de leur redonner une visibilité, ouais. Et aussi, et là c'est le plus général, comme tu dis, l'architecture et les arts plastiques ne sont pas si éloignés. Justement, c'était une volonté aussi, on verra si ça suit dans les numéros à venir, mais de rendre visibles les ponts entre les deux pratiques, qui sont dans ce numéro assez évident, mais de voir qu'est-ce qui touche à l'architecture dans le travail artistique de tel ou tel artiste, et quelle est la part de la plasticité ou du rapport à l'image ou dans le travail des architectes. Donc, après, en Belgique, par exemple, il y a Clara, c'est aussi tout nouveau, mais il n'y avait pas de revue indépendante par A+, qui est il y a des sections photo c'est pas une revue, mais qui ont développé des collections thématiques en mettant architecture et littérature, et en même temps qu'on développe aussi des rapports sur certaines monographies autour de Marc Berry, rapport à l'architecture, etc. Bon, c'est souvent plus lié à la pratique même de Pierre Emmerich ou des choses déclinées, mais c'est c'est aussi des tentatives vision, photo. Mais c'est pas il ne faut pas de revues. Non, c'est pas des revues, il y a des collections. Et justement, donc Clara, là aussi je cite un petit peu, l'objectif de Clara est de fédérer et de promouvoir les recherches menées dans le champ de l'architecture et de ses représentations, qu'elles soient de l'ordre du discours, des graphismes ou des projets. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce dont parlait Ismaël au niveau de l'apport non seulement de l'image, comme je peux le comprendre de manière très basique, peut-être dans une première couche, mais aussi sur cette question de la publication comme un espace
particulier qui, contrairement au fait de réaliser un bâtiment, peut permettre aussi pas mal de choses par rapport à la théorie ou à la pensée autour d'une pratique. Oui, en fait, les axes de recherche de Clara, le centre de recherche, ce sont des questions de représentation de la discipline. Donc pour moi, Hackathon, c'est une merveilleuse illustration de constituer ce qu'est l'architecture aujourd'hui à partir d'éléments qui soient des photographies, des spatialisations, des mises en page, de donner à voir ce que ça peut être l'architecture actuellement en Belgique à travers ce travail-là. Et donc c'était aussi notre ambition dans Clara parce que donc les écoles d'architecture sont devenues universitaires il y a 4 ans, donc maintenant on délivre un diplôme de doctorat, donc on fait de la recherche en architecture. Et la question de la spatialisation, de rechercher par le projet, de mettre en espace, de déployer pour susciter des hypothèses, plutôt que de le faire uniquement par la rédaction et par l'écrit, c'est évidemment central autour de ce qu'on fait depuis quelques années. Et donc on a voulu effectivement offrir une nouvelle tribune en fait, dans laquelle il y ait autant des choses qui soient ce qu'on appelle des apartés, donc ce sont des interventions, des écritures, ça peut être des projets, ça peut être de la photographie, donc c'est toute la partie culturelle de ce qui se passe notamment dans notre école, mais dans d'autres écoles aussi. Et puis des dossiers qui, eux, ont un caractère scientifique, puisque le grand défi à l'université, c'est on vous regarde, on vous dit ah, vous êtes architecte, mais vous ne faites pas de la recherche, vous n'avez pas de méthodologie. Et donc on essaye d'expliquer que mettre en forme, sérier des images, les collectionner, les additionner ou faire du projet graphique et procéder par scénario par exemple, c'est un outil qui peut servir à la recherche. Par rapport aux classiques, aux conventions de la publication scientifique qui du coup sont ramenées par cette université. Voilà, donc dans les sciences humaines, il y a une espèce de lourd et de massif pôle éditorial de revues qui sont des revues en général assez abruptes, qui sont des revues scientifiques dans lesquelles on cite, dans lesquelles on s'exprime dans un certain nombre de signes avec une introduction, une conclusion. Et donc c'est un peu notre défi, c'est pour ça qu'on n'est toujours pas financé par le FNRS par exemple pour Clara. Donc on a réintroduit la demande. Pour ces raisons-là. Parce que leur problème c'est comment est-ce que vous allez faire un reviewing scientifique des articles qu'on vous envoie ou des projets qu'on vous envoie. Et donc c'est le défi du numéro 2, où on a tout un travail qui est produit sur la question de la mosquée bruxelloise, avec du relevé et avec une assez grande partie graphique. Donc on a deux cahiers de 16 pages qui sont maintenant que du graphisme. Donc comment est-ce qu'on évalue et comment est-ce qu'on montre le caractère scientifique d'une recherche faite par le projet ou graphique. Donc on a essayé d'argumenter mieux dans notre nouveau dossier pour le FNRS, donc le Fonds pour la recherche nationale. Il faut citer Abby Warburg et Yana Freeman. Voilà, exactement. Mais c'est peut-être pas les mêmes académiciens qui donnent ce genre de critères. Je pense que c'est vraiment du brut de publications scientifiques qui en effet peut-être n'auraient pas donné les fonds à Abby Warburg. Donc, il y a aussi un autre... que votre revue est une revue réactive comme ça par rapport à ça, enfin, je dirais, en réaction à ces notions-là de méthodologie, etc., je dirais pas principalement, mais en tout cas qui entretient nous, elle nous réactive dans le sens d'essayer d'inventer les modus operandi qui pourraient... Nous, elle nous occupe beaucoup la question, mais je pense pas qu'elle est encore passée à son maximum dans la revue. Il y a une rubrique peut-être que je peux évoquer, c'est la rubrique des archives. Donc on a toute une série de fonds d'archives, d'architectes qui sont déposés dans la faculté, à la Cambre, ULB. Et donc on a choisi d'utiliser du matériel de ces archives. Par exemple dans le Clara numéro 1, la thématique du dossier principal c'était la marche et l'espace urbain. Et on a décidé de procéder par une sélection de photos de travail d'un architecte dont on avait reçu le fonds, pour illustrer la thématique du dossier. Bon, après, pour des raisons pragmatiques aussi, c'est pas évident de pouvoir illustrer, de payer des droits, de sortir des archives, mais aussi pour dire, en faisant une sélection dans nos archives et en essayant de vous donner à voir une partie, enfin en vous montrant un potelet et un pavé pour vous parler de la marche, par exemple, on essaye aussi de vous montrer d'autres dimensions. À côté d'articles scientifiques, il y a des trucs sur la romantique,
très très difficile à aborder aussi, quoi. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça, on commence à essayer de le faire. Et donc c'est plus présent dans le numéro 2 puisqu'il y a une beaucoup plus grande partie projet par rapport au numéro 1. Et dans le numéro 3, ce sera le cas aussi, mais on n'a pas encore tout sélectionné. Et donc, ouais, c'est vraiment une question qui nous taraude. Merci. À travers une revue, vous pouvez imaginer d'ouvrir l'université à des champs théoriques, mais aussi subjectifs de connaissances, etc., de compétences. Je pense que c'est un défi académique, oui, parce qu'on doit se faire reconnaître avec nos compétences. Et donc, on essaye de montrer ce qu'on peut faire avec des compétences d'architecte. Et il y a ce truc de mettre en espace, de spatialiser, puis de concevoir du projet aussi. Donc, j'essaie d'insister auprès de mes doctorants, par exemple, pour qu'ils utilisent vraiment leurs compétences, qu'ils lisent les plans, qu'ils les mettent en valeur. Il y a un vrai travail, je pense, à faire au sein de l'UNIF. Il y a un doctorat en arts et sciences de l'art qui existe en partenariat avec toute une série d'écoles supérieures, la Cambre visuelle, l'Académie, etc. Mais donc, c'est difficilement publiable et rarement publié, en fait, après. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour ça. Il y a une revue professionnelle qu'on a évoquée, qui est A+. Mais donc, une revue professionnelle, ça publie des projets réalisés, des constructions, donc des photos, des plans, et un commentaire, qui peut être critique d'ailleurs, sur le bâtiment. Mais donc nous, on voudrait montrer, je crois que c'est le cas dans plein d'autres champs, qu'un champ, ça ne se construit pas que, construire, ça se construit pas que avec de la brique, mais ça se construit avec du texte, avec des images. Et j'ai pas dit, c'est Boy Verreken, le graphiste, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et donc, voilà, son esthétique Reader Digest commence à passer, mais bon, c'est aussi on voulait absolument travailler avec un graphiste. En fait. Donc on a fait un petit appel, on a demandé un peu d'argent à la fac et on a fait un petit appel et voilà, ça se suit comme ça. Donc, je crois qu'en effet, c'est vraiment super intéressant ces questions de la publication et particulièrement dans le milieu académique, étant donné que souvent, vu qu'ils ont un système super établi, les choses vont plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire on essaye d'appliquer pour la recherche aussi, j'imagine, des normes ou des méthodologies de recherche qui viennent de l'académie pour la recherche en art, tous ces pôles de recherche en art qui sont en train de se créer. Et je crois que c'est vraiment super important de résister, même si pour l'instant justement c'est peut-être plutôt résister que proposer, étant donné qu'on n'a pas tout ce background de méthodologie bien cadrée et bien définie. Et en même temps, par rapport à la question de la publication, ça me semble très important de pouvoir montrer aussi d'autres manières de faire, de mettre en texte et en image. J'espère que ce sera très intéressant de voir si le FNRS accepte à un moment ils ont aussi des piles de demandes. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que le fait qu'on arrive avec cette demande-là, mais j'ai rencontré le directeur de la commission pour essayer de comprendre pourquoi on ne l'avait pas eu au numéro 1 et j'ai bien compris. Donc il y a une longue discussion sur cette chose-là. La méthodologie, comment vous faites, et donc comment est-ce qu'on peut dire que c'est scientifique. Et probablement que pour la revue Bâtard, quand vous avez contacté des personnes dans le milieu académique, c'était peut-être aussi pour ces raisons d'une manière ou d'une autre, ou le fait que la comptabilisation des publications est super importante apparemment dans ces milieux-là. Après, je ne vois pas ça comme une concurrence. Rien n'empêche scientifique Non, bien sûr. En même temps, vraiment, l'importance du nombre de publications par mois est telle que si en plus, s'ils ne peuvent pas les comptabiliser, j'imagine que ça pose des problèmes. Et apparemment, du coup, ils auraient peut-être de la peine à comptabiliser une publication dans votre revue. Donc c'est assez intéressant. Enfin, c'est un peu triste en fait, mais c'est aussi un peu intriguant comme ça de voir que ces questions de classification posent aussi des problèmes à ce niveau-là. Je pense qu'on en revient à la question du milieu aussi. Les milieux ils sont cloisonnés et du coup on bute sur des barrières tout le temps. Oui, c'est le truc entre les deux questions. Il y a toujours un truc
Alors moi, c'est un peu ce qui me taraude toujours dans tout ce que je peux entreprendre, c'est de savoir si je veux essayer d'ouvrir le champ de la chose, de la pratique dans laquelle je suis, ou si c'est pas mieux de juste foutre son total bordel à côté et que de toute façon, à un moment donné, on sera obligé de le regarder. C'est clair qu'aujourd'hui, je sais pas moi, les Sex Pistols sont étudiés à l'université, par exemple. Du coup, c'est un champ sémantique qui rentre dans l'université, part complètement par la bande. Et à côté de ça, on a des Guattari, des Foucault, etc., qui, eux, de l'intérieur, ont ouvert des champs différents, etc. Et la question est toujours d'osciller entre est-ce que c'est bon d'aller dans une forêt, faire une expo d'ail, le total bordel, etc., puis attendre 2-3 ans que je sais pas qui, quelle revue, l'université ou quoi, reprenne le truc, ou de se dire tiens, je me fous dedans, et puis j'essaie d'ouvrir un peu comme ça. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous sont tiraillés un peu entre ces deux trucs-là, quoi. C'est toujours une question qui... Faire des concessions sur le fond et la forme ou pas, quoi. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est sûr. Et je vais faire une espèce de transition un peu brute comme ça, parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Je voulais vous demander à Fanny et à l'équipe de Quistax, quelles étaient vos références par rapport à cette idée de faire un fanzine pour les enfants, donc qui mixe un peu probablement deux types de références, les revues pour enfants et la culture du fanzine, probablement aussi liée à son mode de production. On n'avait pas vraiment de référent très clair. Ça partait vraiment d'une envie de pouvoir gérer un projet de A à Z, nous en tant qu'illustratrice. On trouvait que ça manquait en fait, un petit magazine assez simple, avec des illustrateurs qu'on aimait. Et du coup, il y avait quelques magazines comme Georges ou Bombec qui existaient, mais ça nous semblait un peu lisse en fait, et peut-être un peu élitiste aussi. On voulait toucher un public. En fait, tout est parti d'une discussion avec Chloé qu'on avait eue aux études. On était ensemble à l'école et on avait envie de toucher à la micro-édition parce que on avait des copains qui étaient là-dedans, en plus dans la BD underground. On avait eu l'occasion de tester la réseau et tout, donc c'était parti de là. Et puis finalement, à un certain moment, on a eu un budget qui nous a été alloué. On était une dizaine d'illustratrices et on s'est dit que c'était le moment de lancer un prototype, d'où le numéro 0 qui est dans le milieu. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on n'a pas de modèle. Il y a quelques illustrateurs qu'on aime beaucoup qui utilisent la réseau, qui étaient des références graphiques, mais dans le contenu, tout ça, on n'en avait pas. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un magazine bruxellois. Donc, cette identité-là, elle nous semblait importante, le fait qu'il soit bilingue, qui s'adresse aux flamands et aux romans. Je suis suisse. Oui, je suis suisse, donc francophone. Et puis... Et après, je pense qu'au-delà de la forme, de se dire on veut faire un fanzine pour enfants parce qu'il n'y en a pas, il y avait aussi l'envie de regrouper une communauté d'illustratrices et de travailler en équipe dans un travail qui est quand même assez solitaire à la base. Et voilà, je pense que les deux alliés, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de publications comme ça et qu'on était tout ensemble à vouloir faire un projet, fait que c'est juste une question technique. Pourquoi la risographie à la place de la sérigraphie ou de la numérique? La réseau, ça permettait quand même un tirage un petit peu plus conséquent que la sérigraphie. Ça nous permettait d'aller un peu plus vite. Il est tiré à 200 exemplaires, c'est pas grand chose. Et après, on a vraiment choisi de travailler on voulait travailler en bichromie parce qu'on était justement, en tout, on est une quinzaine d'illustrateurs. Ça fait beaucoup d'univers à fédérer ensemble. Et on voulait quand même un objet qui soit cohérent. Et du coup, à la contrainte de la bichromie, ça a un petit peu donné son identité à Quistax. Le fait de travailler directement. Vous donnez des codes couleurs au départ aux illustrateurs ou c'est la contrainte? C'est ça la contrainte. On leur dit il y a un thème et il y a deux couleurs et un format. Et au niveau du contenu, du coup, c'est comment vous travaillez ça au niveau éditorial
En fait, le numéro 0, c'est vraiment plus construit en groupe. Donc, on était cette dizaine d'illustratrices ensemble. On avait l'idée de retrouver des rubriques qui soient directement liées à Bruxelles. Et donc, il y en avait qui avaient envie de partir sur des petits jeux, plus sur des recettes de cuisine. Enfin, ça allait un peu dans tous les sens. Et d'autres qui voulaient se lancer dans des petites histoires. Et en fait, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y en avait pour le numéro 1, on s'est rendu compte que certaines personnes voulaient garder leur rubrique, qu'elles y étaient un peu attachées. Et on s'est dit que ça pouvait être un rendez-vous en fait assez régulier. D'où des rubriques qui reviennent à chaque numéro. On a aussi voulu garder quelques éléments types comme le poster central, qui est en fait l'occasion de donner vraiment la place à un illustrateur qui puisse se déployer. Parce que c'est vrai que le format est super contraignant, il y a du texte et tout, donc parfois les illustrations se réduisent. Donc le poster, c'est là pour rattraper un petit peu la chose. Et puis il y a aussi chaque fois un petit gadget en référence au thème. Pour le numéro 1, comme c'était sur le printemps, les jeunes pousses et la végétation, donc, Sarah avait proposé en fait de mettre un petit sachet de graines dans le pistax. Et on trouvait l'idée assez jolie et ça a été directement référencé à une rubrique. Et du coup, on l'a gardé pour les autres numéros. Celui sur l'été indien, on a de quoi construire un petit dreamcatcher. Et pour le dernier numéro qui est quelque part, il y a un sticker en fait, qu'on a fait imprimer. Ça, on s'est dit que... Sur une pochette en plastique. Pardon ? Sur une pochette en plastique. Sur une pochette en plastique. Non, c'est pas dans une pochette en plastique. Oui, il est là. Il est à l'intérieur. Mais en même temps, vous vous rendez compte que c'est un genre de créneau génial. J'ai jamais entendu parler d'un fanzine pour enfants. C'est carrément. Ça marche super bien. Ouais, ça marche bien. Du coup, 200 exemplaires, vous ne faites pas une thune là-dessus, c'est pas possible. Ah bah non, il n'y a aucun. En fait, c'est plutôt. L'argent gagné, vous le remettez dans le bouquin. Ouais, voilà. Et puis il y a après des événements annexes aussi qui nous permettent de renflouer un peu les caisses. Ça, on sait que c'est un peu le régime de publier des bouquins. On sait que c'est pas comme ça qu'on fait de l'argent, mais en publiant en livre, peut-être qu'on a une conférence. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un effet de neige. Ça en termes on fait une fête. Oui, ça marche assez bien. On peut en boire à l'œil, manger à l'œil, choper à l'hôtel parfois. Mais en même temps, là par contre, parce que toutes les choses qui vont être présentes ce soir sont très comme ça, mais la fanzine pour enfants, c'est un vrai. Enfin, ça me semble une espèce de vrai super créneau qui va complètement à l'opposé de tous les journaux pour pré-ado et machin. Mais du coup, vous avez jamais pensé à le faire, je sais pas, 35 000 exemplaires. Bah si, mais... Je trouve que aussi le côté... c'est fait que par des Bruxellois, pour des enfants bruxellois et contre... J'en ai acheté à Charleroi et à Liège, jamais à Bruxelles. Non mais c'est de le mettre en Belgique maintenant, je dépasse Bruxelles. Mais je trouve que ça, en tant qu'illustrateur, c'est assez chouette d'être tout proche comme ça de son public, de se dire qu'on est en train de faire un truc qui va être lu par le voisin directement, hyper vite sur la distributive. Puis après, au-delà de ça, moi je trouve que vu que c'est quelque chose de collectif, on a chacun notre travail aussi à nous, et que du coup, si on se lance dans un truc plus grand, enfin je sais pas ce que t'en penses Fanny, mais c'est un investissement c'est un autre investissement en tout cas. Ça devient autre chose. C'est sûr qu'après il faudra lâcher le projet, et ça nous fait un peu peur. Ouais. Mais voilà, peut-être qu'on va passer à un tirage de 500. Mais en Georges et Bombec, c'est des Français. C'est français, oui. Et j'imagine que leur tirage. Ils habitent à Bruxelles. Je sais pas quel est leur tirage. Mais Bombec, maintenant, ça fait faillite. Après, Georges, je sais pas quel est leur tirage. Mais nous, ce qu'on aime bien aussi avec Pistax, c'est que maintenant, il devient super rare, en fait. Tous les premiers numéros sont sold out, et c'est vrai que ça a un peu amplifié le mythe. Enfin, on a eu pas mal de presse, on nous a connus assez rapidement, et vraiment, l'effet boule de neige a fonctionné, et maintenant, il y a presque quand quelqu'un arrive à trouver encore un Pistax du numéro précédent, c'est une trouvaille, donc ça nous fait rire. Mais ça va vite avec quand même beaucoup d'émissions. Nous, nos gueurs sont aussi épousés tous, numéro 3, il y aura quelques-uns, mais là c'est un truc. Je me dis que c'est vraiment. Moi ça me fait triper ce truc de fanzine pour enfants, c'est assez rigolo parce que c'est vraiment. Là il y a tout d'un coup. Il y a enfin un truc publiable qui a une espèce de champ de l'édition, vraiment comme une espèce de possible, comme ça. Tu vois, un truc vraiment. Parce qu'on sait, quand on fait Lieur ou d'autres trucs à côté, etc.,
On sait que Il y en a c'est le plus, truc ouais. qui vont nous ramener des choses à côté, etc. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes sur un créneau qui est juste Oui, c'est ce qu'on nous a dit, super c'est travail que comme ça. c'était un peu comme la BD indépendante il y a 20 ans. Il y avait encore tout à faire et que du coup, il fallait un peu qu'on saisisse cette chance-là. Après, on va voir comment. On ne sait pas trop encore l'avenir du Pistax. C'est vrai que Si ça vous pouviez faire quelque chose pour les ados, Ah oui, pas facile. une Hein. sorte de. Oui, c'est ça, oui. Non, mais c'est clair. En plus, ça pose plein de questions. On parlait de catégorisation tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on. C'est aussi pour ça que je veux poser la question du contenu. C'est est-ce qu'on pourrait pas justement vraiment réfléchir aussi à quel type de contenu on met pour les enfants. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est présent aussi dans la littérature jeunesse. Les enfants, ils peuvent lire des choses très sérieuses et justement là on pourrait retrouver un espèce de journalisme gonzo pour les enfants, enfin je sais pas, il y a vraiment plein de possibles qui sont imaginables et c'est vrai que ça c'est super stimulant, ou des choses qui sont lisibles par les adultes mais aussi, enfin par les enfants mais aussi par les adultes. Donc je crois que c'est ça qui est important, enfin nous comme on est toutes illustratrices, je pense qu'on a vraiment ces réflexions là qui sont faites sur le contenu et comment les enfants se l'approprient, les parents aussi. Et c'est sûr qu'on est contre les livres avec des tranches d'âge et qu'on essaye au contraire de mélanger aussi des illustrateurs plutôt adultes qui travaillent pour Pistax et d'autres clairement jeunesse. Et voilà, ça marche très bien. Enfin, nous-mêmes aussi dans notre pratique artistique en tant qu'illustratrice, on essaye de décloisonner un petit peu ça. Ce qui est intéressant aussi, je trouvais, c'était le fait de se dire que, en tout cas pour ma part, j'imagine pour d'autres aussi, on fait ça en plus d'autres activités professionnelles et que donc il faut faire coïncider les temporalités et de se dire on grandit, on continue. Le changement d'échelle n'est pas forcément toujours facile. Benjamin, tu as amené plein de choses, donc vas-y. Bon, c'est la fin, hein. Tout le monde est parti déjà. Non. Non, c'est juste que quand on m'a invité à faire la table ronde ici, je me suis dit, ben oui, moi il y a plein de publications, de revues belges d'avant-garde qui m'intéressaient. Il y avait Temps Mêlé qui était basé à Verviers dans les années 60 jusqu'à 80. Et Temps Mêlé, ce qui était intéressant, c'est que Temps Mêlé, c'était à Verviers, c'était André Blavier qui s'occupait de ça. Il y a eu des libules à la Louvière, c'est Paul Bury avec Balthazar. Et il y avait Fantomas aussi. Et en fait, ça, ce sont toutes des revues qui étaient intéressantes parce que ça correspond à tout ce qui s'est fait au niveau des revues de l'après-guerre qui ont, sous une mouvance post-surréaliste, en lien avec le surréalisme, avec la pataphysique, mais en même temps avec l'ouverture belge, donc il y avait aussi les Lèvres nues. Les Lèvres nues, c'était à la fois influence pataphysique, surréalisme, mais en même temps c'était des contacts avec le situationnisme. Et ça, c'est aussi un esprit belge, c'est un esprit belge des périodiques qui, voilà, je sais pas quelles sont les influences dans la revue Patard, mais c'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'il y a des choses, il y a cet esprit où dans un numéro du Délibule, c'est un numéro de 69 qui reste toujours disponible chez l'éditeur. C'est vrai Ah mais super cher, un peu plus cher qu'à l'époque, mais qui reste 60 €. Ouais, C'est vrai. C'est pour de vrai. Et alors on retrouve des gens qui viennent des mouvements comme Cobra, Fluxus, la pataphysique, surréalisme. Et donc il y a cette forme d'hybridité là qui est vraiment propre à toute une série de revues d'avant-garde en Wallonie plus que sur Bruxelles, donc plus dans la périphérie, donc sur Verviers, sur la Louvière, dans des villes qui semblent un peu improbables comme ça, où ont émergé plein de choses d'avant-garde qui sont devenues le centre par des voies postales, pas avant Internet, il y a eu tout un lien d'échange. Sur Liège aussi, il y a eu le Cirque d'hiver qui a fait tout un périodique, un mensuel, où on retrouvait à la fois du mail art, de la poésie, des coupures de presse, etc. Mais malheureusement, ma situation personnelle fait que je n'ai pas tout sous la main, donc j'ai pu juste amener quelques numéros de Fantomas, des libules, et pas Temps Mêlé. Mais le Délibule est Temps Mêlé, ce qui était intéressant,
ainsi que Fantomas, c'est la variété des formats Ouais. et l'hybridité, à la fois art plastique, poésie, littérature, et voilà, ce sont des choses avec des jeux typographiques aussi, variété de formats, ce sont des pistes de réflexion qui alors voilà, trop peu de gens connaissent ça, mais ça insulte tout un esprit qu'on peut retrouver de part et d'autre. Trop peu de gens savent qu'en Belgique, en fait, c'est le Daily Bull qui a fait le premier livre d'artistes au monde. Parce qu'en fait, il y a une espèce de plainte comme ça à la lumière, parce que, si vous voulez, on a dit dans l'histoire du livre d'artistes que c'était Edruchet en 62 qui a fait les premiers livres d'artistes, mais en fait, non, c'était Dieter Roth qui a débuté en 61. Qui avait pris un tas de journaux, qui avait coupé et relié. Eh bien, ce sera enregistré dans la publication scientifique. Ceci dit, le Daily Bull existe depuis fin des années 50. Et ce qui est intéressant pour chaque numéro, c'était des appels à projets, un peu comme la revue Patard. Donc, par exemple, le numéro 12 qui reste disponible, soit au centre de documentation à Delvière ou dans toutes les bonnes librairies. C'est un appel à projet, ils ont envoyé à différents artistes en demandant qui êtes-vous, et ils avaient un formulaire et un format et tout le monde remplissait, quoi. Et alors ils ratissaient large, on trouvait aussi bien des artistes connus sur la place publique que des gens qui les intéressaient, quoi, réellement. C'est incroyable. Et ça, c'est pas vraiment un numéro de revue, mais c'est sur le même principe. C'est un appel à projet, c'est autotombe, et ils ont demandé chacun, à chaque fois, un artiste, quel monument funéraire aimeriez-vous avoir et du coup, le colophon, le sommaire, mais c'était vraiment dans le même esprit que les revues. Mais ça, c'était un des numéros du Daily Bull ou c'était un autre? Non, ça, c'est pas tout à fait un numéro, mais c'est dans le même esprit que les numéros. Ouais. Mais voilà. Ben, j'ai déménagé, j'avais pas tout sous la main, donc j'ai pu avoir ces deux-là en vitesse. On refera une prochaine fois avec toute ta collection sur les périodiques. Ben, je pense qu'on peut passer un moment juste de regarder ce que Benjamin a amené, et moi je vais demander à quelle heure il ferme ici. Et du coup, on peut discuter de manière encore plus informelle que maintenant. Merci en tout cas, vu qu'on est toujours en enregistrement, merci à tous d'être venus. Si quelqu'un a une question en plus, peut-être qu'on peut encore... Moi j'avais une question. Peut-être ça avance peut-être un peu trop, quelque chose d'un peu trop long, mais justement tu as commencé par dire que le prix Fernand Bodin ne primait pas les périodiques, et je me demande si c'est pas intéressant d'exprimer un petit peu pourquoi, quelles sont les raisons, quels sont les critères, parce que souvent les gens ils sont un peu décontenancés en disant oui mais pourquoi eux ils considèrent que c'est une revue et pas... Où est-ce qu'on tranche en fait? Parce que là, on peut donner notre avis. Oui, parce qu'en fait moi j'ai pas beaucoup, je vais juste répondre, ça va être super bref. En fait on n'a pas beaucoup de critères par rapport à ça en main, donc ce qu'on fait c'est quand c'est écrit magazine, périodique ou quelque chose comme ça, a priori on considère que c'est inéligible. Moi cette année j'ai envoyé des mails quand même pour vérifier, pour demander, dire est-ce que c'est un périodique ou pas, et que l'éditeur me dise oui ou non. La raison pour laquelle c'est pas éligible, c'est pas vraiment écrit quelque part, donc je crois que c'était je crois que c'était pour faire une distinction entre livre et magazine. Personnellement, je serais pour qu'on ouvre cette discussion, et parce qu'elle est pour l'instant assez floue. Je crois qu'il y a des raisons un peu pratiques, c'est-à-dire que sinon tous les périodiques pourraient postuler chaque année, et s'il n'y a pas de changement majeur au niveau de la forme ou du concept éditorial, comment dire, vu qu'on prime des choses qui sortent dans une année précise, alors le Gagarine numéro 27 pourrait être candidat. J'ai l'impression aussi que des discussions que j'ai entendues, de mon souvenir, c'est aussi
que d'une certaine façon, où est-ce que tu mets les limites quand tu as un concours? Tu dis, ok, on ouvre périodique, alors tu commences à avoir une masse très importante. Tout d'un coup, ceux qui font des petites brochures, dire oui, mais ma brochure n'est pas vraiment une brochure, c'est un périodique. Et alors, c'est très difficile, j'ai l'impression, pour un prix, de déterminer où se trouve la frontière, au risque de écarter des choses qui en valent la peine au niveau éditorial. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment en question dans les discussions de l'ASBL et qui a reconsidéré. J'aurais trouvé aussi intéressant que des gens qui en font expriment aussi un petit peu leurs envies ou leurs envies. Vas-y, David, exprime. Moi, je dirais que la différence entre les périodiques, les livres, entre toutes les différentes périodicités des publications, c'est un peu comme la différence de considération entre les écrivains. C'est-à-dire qu'entre Michel Foucault et James Ellroy, il pourrait y avoir une espèce de brèche, mais je dirais que personnellement, j'ai autant appris de l'un que de l'autre. Et voilà, je dirais, entre un critique de rock et un super universitaire, les considérations sont tellement académiques pour les différencier que je suis vraiment totalement contraire à ça. Et que, alors si c'est vrai qu'il y a des questions de méthodologie peut-être à prendre en ligne de compte, est-ce que ce serait une ligne éditoriale qui serait remerciée par un exemplaire, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'effectivement, le monde de l'édition, aujourd'hui surtout des petites éditions, des petits éditeurs, parfois on fait un one-shot, parfois on a l'occasion de pouvoir faire un truc qui dure dans le temps, et du coup je pense que c'est important de considérer. C'était aussi le but de... Je pense que c'est aussi très très difficile de en quoi est-ce que les publications qui sont sur cette table-ci sont un livre à moindre titre que celles qui sont sur les tables de l'autre côté. Parce que moi franchement je ne le vois pas. Et là comme ça... je pense que les gens du prix sont conscients de ça. C'est juste... c'est pas facile à gérer. Alors comment on va faire? Je pense que la problématique, c'est quand on pose un prix, il faut poser des règles. Oui, voilà. Et voilà. Et c'est vrai qu'on est toujours en train de se frotter à ces règles, même dans l'organisation, même et par rapport à nos propres frustrations, en voyant des choses dont on aimerait évidemment parler. Et en même temps, on est en train d'essayer justement de créer des moments qui sont parallèles au prix pour pouvoir justement amener une discussion sur des sujets qui sont parfois même abordés pendant le prix, mais dont personne n'est finalement au courant, parce que ça reste entre les mains. En fait, il faudrait pouvoir définir quelle est la volonté du prix Fernand Bottin, parce qu'effectivement, si maintenant vous acceptez les revues, demain vous acceptez les posters, les cartes postales, etc. Mais c'est génial en même temps, parce que du coup, tout le monde peut vous mettre un truc, on peut vous mettre une photocopie, on peut vous mettre un poster. Du coup, le monde de l'édition peut devenir vraiment un truc... la publication. À la fois super funky et à la fois super sérieux. Enfin, du coup, je trouve que ça engage plein de choses qui sont assez belles et dont, j'ai oublié le nom, madame parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'entre-deux, d'à la fois d'un côté ouvrir un champ sérieux, enfin dans le monde académique, on va dire du sérieux entre guillemets, et de l'autre côté de pouvoir ouvrir aussi d'autres champs sur des choses purement créatives et de les faire se rejoindre l'une et l'autre. Je trouve que ce serait un bel enjeu du prix. C'est noté. Il y a un prix justement qui est donné par l'ULB, le nom m'échappe pour l'instant, mais ça va sûrement me revenir pendant que je vous parle. Donc c'était un prix qui était un prix de peinture, puis après ils ont ouvert à la sculpture, et puis aujourd'hui ils pensent à faire une troisième catégorie qui serait l'impression. De façon à pouvoir passer à travers toute une série de supports par plutôt l'idée de médiatiser par l'impression et la reproduction. Peut-être une entrée pour... De toute façon, toutes les suggestions sont prises en considération. La chose délicate, c'est parce qu'au sein du dernier jury, on avait parlé de la possibilité de faire un prix spécial pour les revues. Mais le truc délicat, c'est qu'effectivement, il n'y a pas tant de choses que ça en même temps dans le paysage.
En tout cas, cette année, il y avait plusieurs nouveaux projets, mais c'est pas chaque année, donc ça serait aussi... Il faut faire sur la longueur. Ouais, ouais. En même temps, ce que j'aimais bien, c'est dans un des jurys, le président disait que le prix, c'est pas juste quelque chose qui prime à un certain moment, quelque chose qui est déjà passé, mais c'est aussi quelque chose qui supporte d'une certaine manière ou qui marque une reconnaissance et qui encourage en tout cas. Donc ça, j'aime bien aussi le fait de penser, pas forcément toujours l'année précédente, et là on est en 2013 pour le prix Fernand Baudin, mais de pouvoir aussi se projeter un peu dans ce qu'il y a après. Et alors, nous allons fermer, malheureusement, parce que les employés de Point Culture, qui sont super accueillants et que je remercie 1000 fois, vous le rentrez chez eux. Et donc, oui, merci encore. Merci à vous, en tout cas. C'était super. Ouais.